Shalom Uvracha à tous nos éditeurs ainsi que toutes nos auditrices. Eh bien, Bezat Hashem, aujourd'hui, nous allons essayer de survoler rapidement l'essentiel des halachot de Pessah, mais cette fois-ci, eh bien, nous allons, Bezat Hashem, essayer d'allier à la fois le domaine de la halacha avec la signification philosophique qui se cache derrière chaque halacha. Alors pour ce faire, eh bien, Bezat Hashem, nous allons parler de 5 thèmes. Le premier, ce sera la halachot de la bdikat chametz, la vérification du chametz la veille de Pessah. Le deuxième, les mélanges de chametz avec des aliments kashers avant Pessah. Troisième sujet, la kashérisation des ustensiles. Quatrième sujet, la fabrication des matzot shmurot pour le soir du seder. Et cinquième sujet, eh bien, les lois relatives au soir du seder. Alors, Bezat Hashem, on y va, on ne perd pas de temps et on attaque. Donc, premier sujet, le sujet de l'abdikat chametz. Alors, vous savez que l'abdikat chametz, eh bien, c'est une institution midérabanan. Ce sont les chachamim qui nous ont institué de rechercher le chametz la veille de Pessah. Et pourquoi les chachamim avaient-ils besoin d'instituer un tel décret? Eh bien, en fait, la raison est très simple. Car d'après la Torah, il suffit simplement d'annuler le chametz dans son cœur. Il est écrit dans la Torah, tu ne trouveras pas, tu ne posséderas pas de chametz durant la fête de Pessah, balira et balimatzi, il ne faudra pas en voir dans ton domaine, ni en posséder, ni que tu en possèdes dans ton domaine. Et bien sûr, d'après la Torah, eh bien, à partir du moment où un homme annule le chametz dans son cœur, eh bien, d'après la Torah, il est exempté de son obligation. Seulement les chachamim, eux, qui voient toujours plus loin et qui ont vu que l'interdiction du chametz pendant Pessah, eh bien, c'est une interdiction très grave, car la Torah rend un homme qui consomme du chametz pendant Pessah, elle le rend chayav karet, passible de mort par Akadosh Baruch Hu. Eh bien, les chachamim se sont dit, il vaut mieux mettre des barrières pour empêcher l'homme, chas v'shalom, d'arriver à la consommation du chametz. Et c'est pour cette raison que les chachamim ne se suffisent pas uniquement de l'annulation dans le cœur, ce qu'on appelle le bitul balev, l'annulation dans le cœur, mais ils exigent de l'homme de joindre à la volonté du cœur de traduire cela dans les actes. Et donc, les chachamim nous disent, on va à la fois utiliser l'annulation dans le cœur, mais aussi prendre un balai et commencer à nettoyer la maison, et surtout vérifier que la maison ait bien été nettoyée. C'est pour cela qu'on appelle l'abdika, comme son nom l'indique, bdikat chametz, la vérification du chametz. C'est-à-dire qu'en fait, la vérification, eh bien, elle a pour but de vérifier est-ce que le nettoyage de Pessah a véritablement été bien fait. Et cette bdika, eh bien, elle doit être faite en théorie la veille de Pessah. On reviendra sur ce point un peu plus tard pour essayer de comprendre pour quelles raisons les chachamim ont institué de faire l'abdikat chametz 24 heures avant le soir du seder. Mais avant de revenir sur ce point, eh bien, d'abord on va parler sur le plan de la halacha. Eh bien, étant donné que les chachamim ont institué de faire cette bdikat la veille, le 14 au soir, eh bien, automatiquement, on ne pourra faire la bénédiction de l'abdikat chametz uniquement si la vérification a lieu la veille de Pessah, le 14 au soir. Alors que si on fait la vérification 2 ou 3 jours ou jusqu'à 1 mois avant, eh bien, avant de sortir de la maison, le dernier soir avant de sortir de la maison, ça peut arriver pour des gens qui vont en vacances, qui vont à l'hôtel, ils ne restent pas chez eux à la maison pendant Pessah, eh bien là, à ce moment-là, il faudra faire la vérification, mais sans bracha. Car encore une fois, le seul moment où on a le droit de faire la bracha quand on fait la vérification, c'est uniquement la veille de Pessah, et on reviendra sur ce sujet un peu plus tard. Maintenant,
Donc on a parlé du point de faire la vérification avant de sortir de chez soi. Maintenant, très souvent, eh bien, il y a des gens, par exemple, qui ont un bureau loin de leur domicile, leur bureau est à 1 heure de chez eux, ou bien des écoles dans lesquelles il faut faire la vérification du Hametz, quelqu'un qui a plusieurs maisons, alors automatiquement la question qui surgit à ce niveau-là, eh bien c'est comment faire pour, étant donné qu'un homme a plusieurs maisons, eh bien il doit faire la vérification dans chaque maison, puisque chaque maison est son domaine. La question est de savoir comment faire si la personne doit passer 6 heures ou 7 heures pour passer d'une maison à l'autre et pour faire la vérification dans chaque maison, eh bien là ça risque de lui prendre énormément de temps. Donc la question qui se pose habituellement est à savoir, y a-t-il un moyen de s'exempter de la vérification du Hametz dans chaque endroit qui appartient à une personne? Eh bien la réponse est oui, car le Shulchan Aruch nous dit que quelqu'un qui aurait l'intention de nettoyer sa maison ou sa chambre le 13 au soir, dans l'intention que ce nettoyage lui serve de bdika, que ce nettoyage en fait lui serve de vérification, eh bien le Shulchan Aruch nous dit, même s'il fait attention de ne pas faire pénétrer du Hametz dans cette chambre, malgré tout il devra refaire l'abdikat Hametz le soir du 14. Seulement nous dit le Chokhmat Shlomo sur le Shulchan Aruch, il nous dit, c'est vrai que le Shulchan Aruch a parlé de quelqu'un qui a l'intention de nettoyer pour que ce nettoyage lui serve de vérification. Et malgré tout, ce nettoyage ne peut pas servir de vérification. Pourquoi? Car il a été fait qu'un jour ou 2 jours avant le soir du 14. Par contre, nous dit le Chokhmat Shlomo, si quelqu'un vérifie sa chambre, son bureau, sa maison, n'importe quel endroit qui lui appartient, 3 jours avant le 14 au soir, et qu'il fait attention de ne pas faire pénétrer du Hametz dans cet endroit, eh bien là, nous dit le Chokhmat Shlomo, ces 3 jours vont servir de chazaka, ils vont en quelque sorte représenter une chazaka, c'est-à-dire qu'il va y avoir comme une forte probabilité que cet endroit en fait soit propre de Hametz, et étant donné qu'il y a une forte probabilité, eh bien là, dans ce cas-là, une personne peut s'exempter de l'obligation de vérifier le Hametz le 14 au soir. Et donc, ce qu'il pourra faire, c'est qu'il pourra vérifier le Hametz au préalable avant, et en fait, ce nettoyage pourra servir de vérification, et à ce moment-là, il n'aura pas besoin de faire la vérification dans son bureau, dans son école, peu importe où il a besoin de la faire, mais il sera exempté de la vérification du Hametz, et maintenant, il ne lui restera plus qu'à faire la vérification dans une maison, et à ce moment-là, il sera exempté de l'autre endroit. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve comme idée derrière cette vérification du Hametz? Eh bien, Rabotai, l'idée de la vérification du Hametz vient nous rappeler, c'est une métaphore en quelque sorte, c'est pas seulement une métaphore, c'est d'abord une halakha, mais c'est en plus un symbole pour nous transmettre comme message en fait que le soir du Seder, eh bien, il va y avoir un mariage entre Akadosh Baruch Hu et le peuple juif. Seulement, comme tout mariage, eh bien, avant que le mari puisse épouser la kala, la mariée, eh bien, il doit y avoir une préparation au mariage. Il doit y avoir de la part de la femme une vérification interne, une vérification qui va en quelque sorte permettre à la femme de déclarer comme quoi elle est véritablement prête pour son mari. Eh bien, cette idée, c'est exactement la même idée qu'on retrouve le soir de l'abdikat Hametz, le soir de la vérification du Hametz. La kala, la mariée, c'est nous, le Ham Israël.
Nous, l'âme Israël, on doit se marier avec Akadosh Baruch Hu, c'est vrai, mais avant cela, eh bien, il faut qu'on se vérifie. Il faut qu'on fasse une vérification interne au fond de nous-mêmes avant de pouvoir épouser Akadosh Baruch Hu. Car Akadosh Baruch Hu veut nous prendre comme mariés. Seulement, il attend de nous, d'abord, qu'on se vérifie internement de tout le chametz, de tous nos mauvais penchants, de tout notre yetzer hara qui est à l'intérieur de nous. Et ça, c'est une vérification véritablement interne avant de pouvoir venir se marier le soir du Seder avec Akadosh Baruch Hu, exactement comme la Kala qui doit aller au mikvé la veille de son mariage, 24 heures avant son mariage, elle se vérifie et elle va au mikvé, elle se trempe pour pouvoir, Bezat Hashem, retrouver son cher mari. Eh bien, c'est le même principe avec nous et c'est un petit peu l'idée que les Chachamim ont voulu nous transmettre à travers cette vérification du nettoyage. Car il faut véritablement vérifier est-ce qu'on est véritablement propre de tout chametz. Encore une fois, bien sûr, on cache 10 morceaux de pain et c'est vrai qu'au niveau de la vérification, eh bien, on ne recherche pas véritablement des miettes, on recherche 28 grammes de pain. C'est pour cela qu'on cache les 10 morceaux de pain, car en théorie, sur moins de 28 grammes, eh bien, ce n'est pas considéré comme si on possédait du chametz dans notre domaine. Mais malgré tout, le Ham Israël qui est un tzaddik, eh bien malgré tout, il a pris sur lui de chercher même les miettes de pain. Pourquoi? Pour éliminer toute trace de chametz qui pourrait exister au fond de nous avant d'arriver le soir du Seder pour le grand jour, le grand mariage avec Akadosh Baruch Hu. Deuxième sujet, Rabotai, comme nous l'avons dit tout à l'heure, eh bien, c'est le sujet des mélanges de chametz avant Pessah. Alors, pourquoi les mélanges de chametz avant Pessah? Eh bien là, c'est une halakha très importante et c'est une halakha qui n'est pas suffisamment su de tous. Il faut savoir que tout chametz qui aurait été mélangé dans des aliments kashar et Pessah avant Pessah, eh bien, il s'annule, tout aliment chametz s'annule dans le mélange kashar et Pessah avant Pessah, et pendant Pessah, eh bien, il serait autorisé, d'après la halakha, de consommer un mélange d'aliments kashar et Pessah. Bien sûr, la grande majorité de cet aliment serait kashar et Pessah, même si à l'intérieur de cet aliment kashar et Pessah, il y ait une infime parcelle, 1/60e de chametz. Malgré tout, ce 1/60e s'annulerait dans la majorité, dans l'aliment qui est kashar et Pessah, car l'aliment kashar et Pessah représente une quantité 60 fois plus grande que la petite quantité de chametz qui s'est mélangée dans le plat. Donc par exemple, je vous donne un exemple. Si vous prenez une cuillère avant Pessah, dans laquelle il y aurait par hasard des petites miettes de pain, et que vous l'introduisiez dans du café soluble, dans du sucre, dans tout ce qui est tout aliment qui serait kashar et Pessah. D'après la halakha, étant donné que ces miettes de pain s'annulent à l'intérieur du mélange, à l'intérieur de cet aliment kashar et Pessah, et que ces miettes de pain seraient annulées dans ce mélange, eh bien il serait autorisé de consommer cet aliment qui représente en fait un mélange de kashar et Pessah et de quelque chose de chametz, une infime partie chametz, eh bien ça serait autorisé à la consommation pendant Pessah. Pourquoi? Car ce mélange, eh bien, s'annule la veille de Pessah, et exactement comme dans tous les autres mélanges que nous puissions connaître, par exemple le lait et la viande, s'il y a 1/60e, une goutte de lait qui tombe dans une marmite de viande, eh bien, s'il y a 60 fois plus, une quantité 60 fois plus grande de viande par rapport à la goutte de lait, eh bien, cette goutte de lait s'annule dans le plat de viande. Pourquoi? Car c'est ce qu'on appelle
bitul meshichim, l'annulation dans une quantité 60 fois plus grande. On retrouve ce principe également pour des aliments cachers et des aliments qui ne sont pas cachers. On retrouve ce principe pour du vin pas cacher avec du vin cacher. On retrouve ce principe également avec des fruits dont on a prélevé, qui ont été prélevés, des fruits d'Eretz Israël, dont on a prélevé la dîme, qui se seraient mélangés avec des fruits qu'on n'aurait pas prélevés. Bref, il existe plusieurs sortes de mélanges qui peuvent exister d'après la halakha, et pratiquement dans tous les mélanges, eh bien, on peut utiliser le principe de l'annulation de la chose interdite dans une quantité 60 fois plus grande que la chose interdite. Et donc, avant Pessah, eh bien, le chametz qui se serait mélangé avec de la nourriture cachée le Pessah, eh bien, la loi de 1/60 s'applique pour le chametz exactement comme pour les autres aliments. Seulement, cette loi s'applique uniquement avant Pessah. Par contre, si ça tombe pendant Pessah, si la partie de chametz viendrait à tomber dans un plat caché le Pessah pendant Pessah, là, à ce moment-là, eh bien, cet aliment chametz rendrait tout le plat chametz. Il suffirait même que d'un seul grain de blé, un grain de blé qui aurait fermenté, qui tomberait pendant Pessah dans une marmite de riz cachée le Pessah, eh bien, ça pourrait rendre tout le plat chametz parce que c'est arrivé pendant Pessah. Et pendant Pessah, là, nos chachamim nous disent que, encore une fois, étant donné que l'interdiction de posséder du chametz est tellement grande, eh bien, nos chachamim nous disent qu'ils préfèrent, ils ont préféré être plus rigoureux et empêcher un grain de blé chametz qui serait tombé dans une marmite cachée le Pessah, empêcher ce grain de s'annuler dans la quantité, même s'il y a 1000 fois plus de grains de riz qu'un grain de blé. Malgré tout, nos chachamim nous interdisent de consommer ce plat. Pourquoi? Parce que quand ça arrive pendant Pessah, et bien là, pendant Pessah, comme on a dit, le chametz est tellement grave, puisque tout celui qui consomme du chametz, chas v'shalom, est passif de karet. Et bien, nos chachamim ont dit, pour empêcher l'homme de consommer ne serait-ce qu'un mélange de chametz, eh bien, ils ont préféré interdire tout le plat et obliger l'homme à jeter tout un plat qui se serait mélangé avec un grain de blé pendant Pessah. Donc si on résume, si le mélange s'est passé avant Pessah, eh bien, d'après la halakha, on tranche que le chametz avant Pessah s'annule dans 1/60 exactement comme tous les autres mélanges, et étant donné que nous tranchons également que le chametz ne se réveille pas pendant Pessah, et non choser vénéro, il ne revient pas à la surface, puisqu'il a déjà été annulé dans le mélange, donc il ne ressuscite pas. S'il ne ressuscite pas, eh bien, il n'y a aucun problème de consommer cet aliment qui a été annulé encore une fois avant Pessah. Et nous, les Sfaradim, eh bien, on tranche que peu importe que ce soit un mélange de liquide avec des liquides, à ce niveau-là, la farine est considérée également comme liquide. Une farine, par exemple, chametz avec une farine cachée avec Pessah qui se serait mélangée. Le cas du sucre, le cas du cacao ou bien du café, tout ce qu'on a rappelé tout à l'heure, et bien à partir du moment où ce mélange d'aliments chametz et d'aliments cachés avec Pessah se serait en quelque sorte unis l'un dans l'autre avant Pessah, et bien à partir du moment où ce mélange s'est déjà effectué avant Pessah, il ne ressuscite pas pendant Pessah, et non choisir vénéant, et donc on aurait le droit de consommer pendant Pessah. Que ça soit tombé, encore une fois, que ce soit des liquides avec liquides, que ce soit des solides avec des solides, peu importe la nature du mélange, tout mélange s'annule. Deuxième point, que ce mélange se soit fait par inadvertance, comme le lait et la viande,
là c'est bien clair qu'on peut s'appuyer sur la loi du mélange, mais également si le mélange a été fait de façon un petit peu volontaire. Par exemple, une goutte de chametz, quelques miettes de chametz qui seraient tombées dans un aliment caché à l'épessard, et quelqu'un qui verrait qu'il n'y a que 58%, il n'y a que 58 fois plus d'aliments cachés à l'épessard par rapport au chametz, eh bien il pourrait rajouter encore 2%. Il pourrait le faire même bayadaïm comme éposek, comme tranche, le Rav Ovadia Yosef, dans son responsable qui s'appelle Yabi Omer Chelek Bet Orach Chaim Siman Kav Gimel. Et c'est ce que nous dit le Rav Ovadia Zatzal. Bechol ze lo shadilem ben ta'arovet lach belach yavesh biyavesh bekulam batel kodem הפסח ואינו חוזר ונר לדעת מרן ז"ל. ומכל שכן שאין לחלק בין טעמו לממשו ובין מתערב ממילא לערבו בידיים קודם הפסח. Tout ça, bien sûr, comme on l'a dit, il faut que ça se passe avant Pessah. Encore une fois, quelle idée! Et là, on passe au volet à l'idée philosophique, à la signification philosophique qui se cache derrière cette halakha. Quelle idée se cache derrière la halakha d'un aliment chametz qui se serait mélangé à un aliment caché à l'Pessah avant Pessah? Pourquoi cette halakha existe-t-elle à Pessah? Eh bien, encore une fois, toutes les halakhot de mélange, eh bien, elles font allusion quelque part au mélange, puisque vous savez tous que le chametz, eh bien, en fait, il symbolise le yetzer hara, et le travail que nous devons faire sur nous avant Pessah, encore une fois, ça ressemble un petit peu à l'idée de l'abdikat chametz, eh bien, c'est d'extraire le mélange de chametz qui se serait mélangé à notre personne. Car vous savez tous que Baruch Hashem, tout juif en tant que juif, eh bien, il sait, Baruch Hashem, il fait beaucoup de bonnes actions. Il prie, il fait de la charité. Pardon. Il fait de la charité. Il fait beaucoup de bonnes actions qui le rendent quelque part tzaddik. Seulement, de temps en temps, ça peut arriver quand nous sommes des hommes, eh bien il y a ce yetzer hara qui vient se mélanger à notre yetzer tov. Il vient en quelque sorte se mélanger à lui et il vient faire un mélange qui pourrait quelque part faire un petit peu de l'ombre à notre yetzer tov, à notre bon penchant. Ce mauvais penchant qui pourrait faire de l'ombre à notre bon penchant. Et en quelque sorte, l'idée du mélange avant Pessah, eh bien, elle viendrait nous dire, voilà, essaye d'écarter le yetzer hara du mélange qui est caché. Toi, tu es caché, tu as une personnalité, tu as une bonne âme. Elokai neshama shenatata bi tehorai. L'âme qu'Akadosh Baruch Hu nous a donnée, elle est pure. C'est ce qu'on dit tous les matins. Neshama shenatata bi tehorai. Elle est pure. Alors c'est vrai, il y a un petit peu de yetzer hara. Mais ce yetzer hara, Rabotai, combien de pourcentage il représente par rapport à notre neshama qui est tellement pur? C'est infime. Alors c'est vrai, parfois il se mélange, le yetzer hara se mélange à notre bon penchant, à notre yetzer tov, et il peut faire parfois des dégâts. Eh bien, le message de Pessah, c'est que avant Pessah, même le chametz, qui symbolise en quelque sorte le mauvais penchant, même lui, il peut s'annuler dans un 60e. Seulement, si on le voit encore à l'œil nu, et ça c'est encore une halakha qu'on apprend des halakhot de mélange, de différentes sortes de mélanges, comme on l'a dit, le lait et la viande, kasher, pas kasher, chametz, kasher, le Pessah, etc. Il existe encore une halakha. Si la chose interdite qui s'est mélangée est visible à l'œil nu, eh bien il faut extraire cette chose du mélange
et après ça il ne nous reste que du goût du Yetzer Hara, du goût de la chose interdite, et ce goût-là, eh bien il peut s'annuler dans une quantité d'un 60e. Mais comme on l'a vu tout à l'heure, d'après le Rav Ovadia Yosef, que ce soit des miettes qui soient restées dans le mélange, ou que ce soit uniquement le goût, dans les deux cas, que ce soit de la mamachout, c'est-à-dire quelque chose de chametz qui soit concret, ou bien uniquement le goût chametz, dans les deux cas, eh bien, si le mélange s'est passé avant Pessah, eh bien, le chametz peut s'annuler dans la quantité 60 fois plus grande que le chametz, dans la quantité cachère qui représente 60 fois plus que la quantité chametz. Et à ce niveau-là, eh bien, il faut se rappeler que le chametz, c'est vrai que habituellement, si on le voit à l'œil nu, eh bien, il faut le retirer. Pourquoi il faut le retirer? Car tant que la quantité chametz est toujours dans le mélange, eh bien, elle continue à donner du goût, comme le cœur qui continue à envoyer des pulsions ou bien du sang à tout le corps. Tant que cette quantité de chametz n'est pas annulée dans un 60e, dans une quantité 60 fois plus grande qu'elle-même, eh bien le chametz continue à donner du goût, puisqu'il est toujours dans le mélange. Donc il continue à avoir une influence sur l'aliment caché le Pessah. Eh bien c'est exactement le même principe pour le Yetzer Hara. Tant que le Yetzer Hara est à l'intérieur de nous, tant qu'on ne l'a pas extrait complètement de notre personne, de notre âme, eh bien il continue quelque part à avoir une influence. C'est pour cela qu'il faut en quelque sorte transformer ce Yetzer Hara en Yetzer Tov. Exactement comme dans les mélanges. De la même façon que le chametz, une fois qu'il s'annule dans une quantité 60 fois plus grande qui est cachère, eh bien le chametz devient encore une quantité supérieure, une quantité en plus de nourriture cachée à Pessah. Maintenant il n'y a plus uniquement une quantité de 60 fois plus de cachée à Pessah, mais grâce à ce bout de chametz qui s'est annulé dans le mélange cachée à Pessah, eh bien maintenant il n'y a plus 60 fois plus dans le plat, mais il y a 61 fois plus de choses cachées à Pessah, car le chametz est devenu caché à Pessah. Et c'est ça qu'il faut faire avec le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, il ne faut pas seulement l'annuler, mais il faut en quelque sorte le mettre au service du Yetzer Tov. Transformer son Yetzer Hara en Yetzer Tov. Car on ne peut pas vivre sans un petit peu de Yetzer Hara. C'est ce Yetzer Hara qui nous donne la possibilité de se multiplier, d'aimer, d'accomplir les mitzvot. Et donc c'est pour cette raison qu'il ne faut pas complètement annuler le Yetzer Tov, mais il faut le transformer en Yetzer Hara, il faut le transformer en Yetzer Tov. Et ça, c'est par rapport à la faute de, comme on disait, de l'annulation des mélanges, l'annulation du chametz dans un mélange caché à Pessah. Et donc, on reprend, attention, la quantité chametz qui s'est mélangée, qui se serait mélangée dans une quantité 60 fois plus grande cachée à Pessah peut s'annuler uniquement si c'est avant Pessah. Mais si ça arrive pendant Pessah, eh bien là, la quantité chametz ne peut plus s'annuler. Bezrat Hashem, que grâce à l'annulation du chametz, eh bien, nous n'ayons pas besoin, Bezrat Hashem, nous n'ayons plus besoin de se battre avec notre Yetzer Hara, que Bezrat Hashem, ce Yetzer Hara, eh bien, se transforme en Yetzer Tov. Et je voudrais juste terminer ce sujet en rappelant les paroles du Harizal, qui nous dit, le Harizal nous dit quelque chose de très spécial. Il nous dit, tout celui qui fait attention à la moindre miette de chametz pendant Pessah, eh bien, le Harizal
lui assure que Bezrat Hashem, toute l'année, il ne faudra pas. Et là, tout le monde se pose la question et se dit, mais c'est pas possible. On voit bien des gens qui font très attention à une toute petite quantité de Hametz, et malgré tout, ça leur arrive de fauter pendant l'année. Alors, où est la promesse que nous fait le Harizal? Eh bien là-dessus, il y a 3 réponses qui est donnée dans la halakha à ce niveau-là. Première réponse, on nous dit en fait que le Harizal n'a pas fait une promesse que la personne ne faudra jamais. Non, le Harizal fait la promesse que grâce à cette mise en garde, grâce à cet état d'esprit qu'un homme va avoir pendant Pessah, de se protéger du Hametz un maximum, eh bien, cette volonté de ne posséder aucune miette de Hametz, cette volonté, Bezrat Hashem, l'aidera à confronter son Yetzer Hara et à le gagner. Donc, première réponse pour comprendre les paroles, la promesse du Hari. Deuxième réponse qu'on nous dit, eh bien, on nous dit exactement ce qu'on vient d'apprendre ici. Comme on a dit, d'après la halakha, on peut utiliser du café, du sucre, tout ce qui est kasher et Pessah, tous ces aliments qui seraient kasher et Pessah, dans lesquels il y aurait eu un mélange d'une petite quantité Hametz. Eh bien, malgré tout, et pourquoi? Parce que le Hametz s'annule, comme on l'a dit, dans une quantité 60 fois plus grande, c'est la généralité du 1/60e. Pendant Pessah, ce Hametz ne ressuscite pas, et non choser vénéant, et donc, une fois qu'il est annulé, c'est bon, on peut consommer cet aliment pendant Pessah. Seulement, nous dit le Harizal, c'est vrai que, d'après la halakha, on pourrait consommer ces aliments, puisqu'ils sont cachés de Pessah, puisque la quantité Hametz est annulée dans l'aliment. Seulement, nous dit le Hari, celui qui ne s'appuie pas sur cette koula, sur cette halakha, mais qui préfère être plus rigoureux avec soi-même, qui préfère s'éloigner du moindre mélange de Hametz qui pourrait arriver même avant Pessah, parce que c'est une marloquette, est-ce que le Hametz ressuscite pendant Pessah ou il ne ressuscite pas? Il y a des avis qui disent que le Hametz à Pessah c'est tellement grave qu'il ressuscite pendant Pessah. Bien qu'il ait été allumé avant Pessah, pendant Pessah il ressuscite. Ah, alors nous dit le Hari, mais c'est une controverse tellement importante que on ne peut pas prendre le risque de peut-être se rendre passif de mort en consommant quelque chose qui pourrait avoir un mélange de Hametz, même s'il a été annulé avant Pessah. Et donc nous dit le Hari, qui est-ce qui pourrait, à qui je fais ma promesse que cette personne ne tombe pas dans les mains du Yetzer Hara, à quelqu'un qui ferait attention même à quelque chose, même à des aliments qui sont cachés les Pessah d'après la halakha, car le mélange de Hametz qui est tombé à l'intérieur a été annulé avant Pessah, mais étant donné que cette personne, elle prend sur elle d'être plus rigoureuse, eh bien je lui fais la promesse qu'elle ne faudra pas pendant toute l'année. Et dernière réponse que nos sages nous donnent pour expliquer la promesse du Harizal, eh bien ils nous disent qu'en fait, à Pessah, eh bien celui qui veut obtenir la promesse du Harizal, il doit en quelque sorte prendre sur lui un maximum de chumrot, être très rigoureux avec lui-même pendant Pessah. Et s'il est rigoureux avec lui-même, eh bien cette rigueur qu'un homme s'afflige à lui-même durant la fête de Pessah, elle l'accompagnera tout au long de l'année et elle l'aidera, Bezrat Hashem, à pouvoir se confronter à son Yetzer Hara et transformer son Yetzer Hara, Bezrat Hashem, en Yetzer Hatov. Et si déjà, eh bien, nous sommes arrivés au Chumrot, eh bien, j'entame le prochain thème
avant la cachérisation des ustensiles, on va passer au thème de la fabrication des matzot, et vous allez voir que, en rapport avec la fabrication des matzot, eh bien là, il y a une volonté de tous les courants de pensée du judaïsme, tous les courants de pensée, que ce soit les chassidim, que ce soit les lituaniens, etc., il y a en quelque sorte un élan de rigueur par rapport à Pessah qu'on va essayer, Bezrat Hashem, d'expliquer. Alors d'abord, encore une fois, les données du problème, par rapport à la fabrication des matzot, il est écrit dans la Torah, Ushmantem et amatzot. Vous surveillerez les matzot. Alors a priori, de surveiller les matzot, eh bien il faut comprendre, qu'est-ce que ça veut dire de surveiller les matzot? Comment surveiller les matzot? Eh bien, si vous regardez dans la halakha, vous allez trouver un éventail d'avis par rapport à cette question, en rapport avec cette question de surveiller les matzot. Vous allez trouver un avis qui va vous dire qu'il faut tellement surveiller les matzot pour ne pas qu'elles fermentent, pour ne pas qu'elles deviennent chametz, qu'il faut commencer cette surveillance depuis le moment où les épis de blé sont encore rattachés au sol et ils commencent à s'assécher. Pourquoi? Car nous dit cet avis, ce n'est pas d'après la halakha, mais c'est important de comprendre, encore une fois, l'éventail d'avis. Nous dit cet avis, à partir du moment où un épi de blé est rattaché à la terre, mais il a commencé déjà à s'assécher, eh bien en quelque sorte, c'est comme s'il avait été détaché de la terre. La terre, le fait que l'épi soit rattaché à la terre, eh bien ça ne lui apporte aucune utilité, car l'épi a commencé à s'assécher. La terre n'aide pas l'épi à pousser encore plus, puisque l'épi a commencé à s'assécher. Et donc, à partir de là, nous dit cet avis, si jamais les grains de blé qui sont encore rattachés à l'épi, qui est lui-même rattaché à la terre, risqueraient d'entrer en contact avec de l'eau, eh bien là, il y aurait un risque de fermentation, un risque que les grains de blé deviennent chametz, et à partir de là, eh bien, la matzah que l'on ferait, chas v'shalom, à partir de ces grains de blé, pourrait être chametz. Et donc, nous dit la Torah, Ushmantem et amatzot, d'après cet avis, vous surveillerez les matzot depuis quand? Depuis le moment où l'épi de blé est encore attaché au sol. Vient le Shulchan Aruch et nous dit non. Il n'y a pas besoin de craindre que l'épi de blé commence à fermenter depuis le moment où il est encore attaché au sol. La seule crainte qu'il peut y avoir, c'est à partir de la moisson. Pourquoi? Car à partir de la moisson, là, les grains de blé sont carrément détachés de la terre, et à partir de ce moment-là, eh bien là, il existe véritablement un risque que les grains de blé fermentent s'ils entraient en contact avec une seule goutte d'eau. Car si vous regardez bien, le blé, eh bien, c'est une des 5 sortes de céréales qui fermentent dès qu'il entre en contact avec une goutte d'eau. À la différence du riz, par exemple, même si vous trempez du riz ou toute autre chose dans de l'eau, même si le riz va gonfler, eh bien, il ne pourra jamais fermenter, car le riz ne peut pas fermenter. La preuve, c'est que pour la fabrication des matzot, eh bien, on ne peut pas se servir de farine de riz. Quelqu'un qui ferait des matzot avec la farine de riz, eh bien, ces matzot ne seraient pas kshérot. On ne peut pas les utiliser pour le soir du Seder. Pourquoi? Car tout le principe de la matzah shmura, de la matzah surveillée, eh bien, le principe de cette matzah, c'est qu'elle doit être faite à base d'une des 5 céréales qui ont eux-mêmes la possibilité, la capacité de fermenter, mais qu'on doit empêcher de fermenter. C'est-à-dire que la matzah doit être faite à base de blé, à base d'une des 5 céréales, qui est potentiellement capable de fermenter, mais que nous devons empêcher de fermenter. C'est pour ça que quand on fait les matzot,
eh bien, on va tout faire en 18 minutes pour empêcher la matzah de fermenter. Mais encore faut-il, pour ne pas qu'elle fermente, encore faut-il qu'elle soit potentiellement capable de fermenter. Et donc, si on prend de la farine de blé, étant donné que le blé ne pourra jamais fermenter, eh bien, on ne pourra pas utiliser de la farine de blé comme composant pour fabriquer de la matzah. Donc, il nous faut une des 5 sortes de céréales qui sont capables de fermenter, mais encore une fois, que nous devons surveiller et empêcher de fermenter pour pouvoir être quitte de la matzah, de la mitzvah, de la matzah. Entre parenthèses, l'idée qui se cache ici, eh bien c'est parce que la matzah est faite encore une fois à base uniquement de blé et d'eau. Pourquoi le blé? Car d'après un des avis, le fruit défendu qu'avait consommé Adam Arishon à l'époque où il était au Gan Eden, eh bien c'était du blé. Car le blé à l'époque poussait sur les arbres. Et ce blé, comme nous disent les Chachamim, eh bien c'est grâce au blé que l'homme réceptionne le Da'at. Comme nous le disent les Chachamim, le blé est en fait source d'intelligence. Le Da'at, exactement comme nous l'a dit, comme l'a dit Akadosh Baruch Hu à Adam Arishon, Mikol etzagad achol tochel, ou mi etzadat tov vara lo tochal mimenu, ki beyom acholcha mimenu mot tamut. De tous les arbres qui se trouvent dans le Gan Eden, dit Akadosh Baruch Hu à Adam Arishon, tu auras le droit de consommer, c'est pour toi que je les ai faits, mais de l'arbre de la connaissance, etzadat tov vara, l'arbre de la connaissance entre le bien et le mal, ça tu n'as pas le droit d'y toucher. Pourquoi? Parce que le jour où tu y toucheras, eh bien tu mourras. Alors on ne va pas rentrer dans les détails, car en quelque sorte, il fallait que Adam Arishon goûte du fruit défendu, seulement, étant donné qu'il a transgressé la mitzvah d'Akadosh Baruch Hu, l'ordre d'Akadosh Baruch Hu de ne pas consommer de l'arbre de la connaissance, donc de consommer du blé, eh bien, à Pessah, nous venons et nous essayons de réparer la faute de Adam Arishon en prenant du blé et en empêchant ce blé de fermenter. On empêche ce blé de fermenter, pourquoi? Car on essaie en quelque sorte de revenir à l'état initial où, en quelque sorte, le blé n'a pas le temps de fermenter, et en quelque sorte, on donne notre sagesse à Akadosh Baruch Hu. On annule carrément ces bitoul amochid, on annule notre intellect pour se mettre au service d'Akadosh Baruch Hu. On nettoie, on travaille les matzot, on fait l'abdikat chametz, on fait attention au mélange de chametz, on cachérise les ustensiles pour Pessah, on fait toutes les lois du Seder qu'on va rappeler dans quelques minutes, en mangeant 4 kazetot, 4 fois 30 grammes 4 fois 28 grammes de matzah, 4 coupes de vin, le maror, la salade, on est au service d'Akadosh Baruch Hu. Étant donné que la faute d'Adam Arishon était d'avoir désobéi à Akadosh Baruch Hu, eh bien le soir du Seder, nous, on obéit à Akadosh Baruch Hu. Et on lui montre qu'à travers cette obéissance, eh bien on veut se rapprocher de lui, on aime Akadosh Baruch Hu, et on est prêt à s'annuler devant sa volonté. Notre volonté s'annule devant la volonté divine Ishtabbar Shemola. Et donc pour revenir aux différents avis de la surveillance de la matzah, eh bien il existe un avis qui nous dit non, c'est l'avis d'ailleurs du Shulchan Aruch qui nous dit non, l'obligation de surveiller la matzah pour ne pas qu'elle fermente, eh bien elle ne commence pas cette obligation depuis le moment où l'épi de blé est encore attaché au sol. Car même si l'épi de blé s'est asséché, il ne peut en aucun cas fermenter. Même s'il y avait une goutte d'eau qui tombait sur cet épi de blé, il ne peut pas fermenter. Par contre, à partir de l'étape de la moisson, eh bien là oui, là commence le processus de la surveillance des matzahs.
car la matzah, c'est vrai, à la fin, c'est une matzah bien ronde, mais d'où provient cette matzah? Du blé. Et donc, le blé, il faut commencer la surveillance depuis le moment de la moisson. Nous dit le Shulchan Aruch, Tov, il est bon de surveiller la farine depuis le moment de la moisson. Si bien sûr, il n'a pas été possible de surveiller la fabrication des matzot depuis le moment de la moisson, eh bien on peut commencer à les surveiller à partir de la moulure des grains de blé en farine. La transformation des grains de blé en farine. À partir de là, il faut vraiment faire très attention que les grains de blé ne soient pas entrés en contact avec une seule goutte d'eau, car là, la farine risquerait de fermenter, de devenir chametz, et malheureusement, on ne pourrait pas faire la distinction. Car si vous prenez de la farine, une grande quantité de farine dans un bol, et vous y introduisez une goutte d'eau, vous allez voir que la goutte d'eau va se mélanger à la farine, va se perdre en quelque sorte à l'intérieur de la farine, et cette goutte d'eau va provoquer la fermentation de la farine, mais on ne pourra même pas le distinguer. Et donc c'est de cette crainte qu'il faut surveiller les matzot depuis le moment depuis le moment de la moisson si on peut, ou bien depuis le moment de la moulure, c'est-à-dire depuis le moment de la transformation des grains de blé en farine. D'autres avis nous disent, non, bien sûr le Shulchan Aruch nous dit, attention, cette obligation de surveiller les matzot continue, pas seulement depuis le moment de la moisson, pas seulement depuis le moment de la moulure, de la transformation des grains de blé en farine, mais surtout depuis le moment de la transformation de la farine en pâte. Car à ce moment-là, dès qu'on commence à mettre de l'eau pour faire les matzot, eh bien on va commencer à travailler les matzot et elles vont devenir de la pâte. On va commencer à travailler cette farine pour qu'elle devienne de la pâte, pour pouvoir en faire des matzot. Et pendant ce processus de 18 minutes, eh bien là, il faudra faire attention de surveiller les matzot pour ne pas qu'elles fermentent. Prochaine étape de la surveillance des matzot, a priori, quand on enfourne la matzah, eh bien c'est terminé. La matzah a été enfournée, elle a reçu un coup de chaleur parce que le four dans lequel on insère les matzot est porté à une chaleur de 600 degrés. Et bien à partir du moment où on a introduit les matzot dans le four, c'est terminé, elles ne peuvent plus fermenter. Et bien malgré tout, non. Il y a quand même un avis qui n'est pas l'avis du Shulchan Aruch, mais qui est l'avis de nos frères Ashkenaz. Le Shulchan Aruch ne craint pas cet avis, un avis qui nous dit attention, même une fois les matzot cuites, peut-être qu'il existe dans la matzah une partie qui n'aurait pas été cuite et qui serait restée de la farine. Et en admettant que cette partie soit entrée en contact avec un liquide, que le liquide soit chaud ou qu'il soit froid, et bien automatiquement, le contact entre la farine et le liquide pourrait venir à provoquer la fermentation de cette partie de la matzah. Et quand quelqu'un va manger cette matzah, eh bien peut-être qu'il mangera du chametz pendant Pessah. Et donc nous dit cet avis, c'est ceux qui craignent ce qu'on appelle la matzah shvouya, la matzah que l'on trempe. D'après cet avis, la matzah trempée, d'après cet avis, on n'aurait pas le droit de tremper la matzah ni dans le café, ni dans la soupe du soir de Pessah, de peur qu'il reste un endroit qui n'ait pas été suffisamment cuit, qui viendrait à fermenter en rentrant en contact avec de l'eau. D'après la halakha, d'après nos frères séfarades, eh bien il n'y a pas besoin de craindre cet avis. On peut manger la soupe, le msouki, ce que vous voulez, avec des matzot écrasés à l'intérieur, il n'y a aucun problème. Mais on va essayer d'expliquer pourquoi y a-t-il tant d'avis qui viennent en quelque sorte interpréter cette obligation de surveiller les matzot jusqu'à un tel point que
qu'il faille surveiller les matzot depuis le moment où l'épi de blé est rattaché à la terre jusqu'après la cuisson de la matzah. Et il existe encore un dernier avis qui va encore plus loin et qui nous dit comme ça. Cet avis nous dit, oui, il existe encore un risque de fermentation. À quel moment? Au moment où on introduit la matzah dans la bouche. Parce que qu'est-ce qu'il y a dans la bouche? Eh bien, il y a de la salive. Et la salive, elle aussi, si cette salive entre en contact avec une partie qui aurait pu ne pas être cuite dans la matzah, eh bien, automatiquement, elle provoquerait la fermentation de la matzah. Et en quelque sorte, on mangerait, chas v'shalom, du chametz pendant Pessah. Et à partir de là, nous dit cet avis, eh bien, le risque de manger du chametz est tellement grand qu'il vaut mieux manger uniquement 4 fois 28 grammes le soir du Seder et après ça, ne plus manger de matzot jusqu'à la fin de Pessah. Qu'est-ce que vous dites de cet avis? Bien, vous allez dire, mais a priori c'est absurde. Non, ce n'est pas absurde. Car les gens qui craignent le chametz, en quelque sorte, ils essayent de donner une interprétation de cette mitzvah ushmartem et amatzot. Vous surveillerez les matzot. Ces gens-là, en quelque sorte, essayent de s'éloigner un maximum du chametz. Un maximum, ils préfèrent ne pas consommer de la matzah, préfèrent consommer de la viande, des légumes, des fruits, ce que vous voulez, des laitages, pour surtout ne pas prendre le risque de consommer du chametz pendant Pessah. Et là, je voudrais passer au volet philosophique, à l'idée philosophique qui se cache derrière cette mitzvah de surveiller les matzot. Pourquoi il faut surveiller les matzot? Eh bien, l'idée qui se cache derrière tout cela, elle est écrite noir sur blanc dans la Haggadah. Dans la Haggadah, nous disons quelque chose de très simple. Nous disons Matzazo, she'anu ochlim al shum ma. Pourquoi nous mangeons, pourquoi nous consommons de cette matzah? Al shum shelo ispik matzekam shel avotenu b'mitzrayim leachmitz ha'at shenigla alehem melech malchei amlachim hakadosh baruch hu ug'alam. Pourquoi on mange de cette matzah? Car Hakadosh Baruch Hu a décidé de se dévoiler à nous le soir de la sortie d'Égypte. À quel moment? À un moment in extremis, à la dernière fraction de seconde avant que la matzah devienne chametz. Alors tous les chachamim posent la question, ils disent, mais pourquoi Hakadosh Baruch Hu a-t-il attendu ce dernier moment, cette dernière fraction de seconde pour venir nous sauver? Pourquoi il avait-il besoin d'attendre la dernière limite? Eh bien, nos sages nous disent, car, en quelque sorte, la sortie d'Égypte s'est passée en 3 temps. Le premier temps, eh bien, c'est le temps de la façon de laquelle Hakadosh Baruch Hu nous a tous unis les uns aux autres pour que nous puissions sortir. Exactement comme au moment de la cuisson de la matzah, au moment de la fabrication de la matzah, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut mélanger. Il faut d'abord mélanger la farine avec de l'eau. Qu'est-ce que fait cette farine? En quelque sorte, elle vient réunir des millions de petits grains de farine. Mais qu'est-ce qui unit tous ces millions de grains de farine? C'est l'eau. Et l'eau, en quelque sorte, il n'y a que l'eau qui, grâce à sa capacité de pouvoir réunir en fait des grains de farine, eh bien, va transformer cette farine en pâte. Donc, premier élément, premier temps de la Géoula, de la délivrance de la sortie d'Égypte, eh bien, c'est cet élément, cette notion d'union. Deuxième temps, eh bien, c'est après avoir mis de l'eau, eh bien, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut transformer la pâte transformer ce mélange de farine et d'eau
avec de la pâte, en pâte. Et donc il faut commencer à travailler cette pâte et commencer à travailler cette pâte en quelque sorte avec beaucoup de labeur. Beaucoup de labeur, car c'est en travaillant cette pâte que nous allons en quelque sorte empêcher, comme on l'a dit tout à l'heure, empêcher la pâte de fermenter. Et donc c'est en quelque sorte pendant 18 minutes tout un processus qui empêche la fermentation de la pâte. Eh bien, c'est exactement ce qu'Akadosh Baruch Hu a fait dans un deuxième temps. Il nous a en quelque sorte poussé à l'extérieur d'Égypte. Il a utilisé dans un deuxième temps pas seulement que l'eau pour nous réunir tous ensemble et nous faire devenir un peuple, car la sortie d'Égypte, c'est en fait la naissance du peuple, et donc il fallait pour que nous puissions devenir un peuple, il fallait encore une fois, comme on l'a dit tout à l'heure, de l'eau, car il n'y a que l'eau qui réunit la farine. Mais après nous avoir rendu un peuple grâce à l'eau, et bien maintenant, encore faut-il extraire ce peuple le plus rapidement possible des frontières de l'Égypte, car l'Égypte est une terre impure. L'Égypte est une terre où la mentalité, en quelque sorte, nous a pourris durant toutes ces années d'esclavage. Et là, à ce moment-là, eh bien, Akadosh Baruch Hu veut nous faire sortir Bechipazon très très vite. Pourquoi? Car nous étions arrivés quelques minutes, quelques fractions de secondes avant la sortie d'Égypte, nous étions arrivés au 49e degré d'impureté avant de passer au 50e degré. Si jamais, Chas v'Shalom, nous étions descendus jusqu'au 50e degré, eh bien ça aurait été un aller simple sans retour. On n'aurait jamais pu s'extraire de cette impureté, de cette touma. Et donc qu'est-ce que nous fait Akadosh Baruch Hu? In extremis, à la dernière seconde, il vient et il nous pousse de l'Égypte avec, comme le vent, il nous pousse, il nous oblige à sortir pour ne pas que nous, le peuple juif, nous fermentions, pour ne pas que nous tombions au 50e degré d'impureté, qui est un degré, comme nous dit le Harizal, duquel il n'y a pas de retour, chas v'shalom. Et c'est ce que nous disent les Chachamim, que de la même façon qu'à l'époque de la sortie d'Égypte, Akadosh Baruch Hu nous a sauvés et il ne nous a pas abandonnés pour ne pas qu'on disparaisse complètement, pour qu'on reste toujours rattaché à lui, et bien durant toutes les générations, à chaque moment, Akadosh Baruch Hu, même si l'homme de lui-même veut se pervertir, chas v'shalom, et il veut tomber dans la touma de façon volontaire, eh bien Akadosh Baruch Hu sera toujours là pour extraire l'homme de cette impureté. Peut-être qu'il tombera plusieurs niveaux d'impureté, mais il ne tombera jamais jusqu'au bout. Akadosh Baruch Hu sera toujours là pour le sauver in extremis du 50e degré d'impureté. Voilà la deuxième chose, dans un deuxième temps, qu'Akadosh Baruch Hu a utilisé. Il a utilisé l'eau et en quelque sorte comme un vent qui vous pousse. Même si l'homme voulait rester attaché à l'Égypte, eh bien, Akadosh Baruch Hu l'a obligé à sortir, en quelque sorte, comme un mari qui prend sa femme et qui lui dit viens en voyage, on s'en va, je t'aime tellement, je veux qu'on aille ensemble quelque part, et il la prend de force alors qu'elle n'est même pas prête, elle n'est même pas habillée, ni maquillée, etc. Il la prend, il l'emmène avec lui. Pourquoi? Car de la même façon qu'un homme aime sa femme tellement fort, Akadosh Baruch Hu veut nous épouser le soir du Seder, il veut nous prendre comme, en quelque sorte, sa mariée, et il nous aime tellement qu'il ne nous abandonne jamais et il nous sauve in extremis, même si on s'est vraiment éloigné de lui. Troisième étape de la fabrication des matzot, le moment où on enfourne la matzah. Et là, à ce moment-là, quand on enfourne la matzah, eh bien, en quelques secondes, la matzah prend un coup de feu grâce auquel la matzah, en théorie, ne pourra plus jamais
plus jamais fermenter. Et en quelque sorte, eh bien, l'idée de la chaleur qui vient cuire la matzah, eh bien, en quelque sorte, c'était une métaphore qui vient nous dire qu'à partir du moment où Akadosh Baruch Hu nous a sauvés, il nous a fait sortir d'Égypte, eh bien, en quelque sorte, il a fait comme avec la matzah, il nous a donné un coup de feu pour que plus jamais nous retournions en arrière, que plus jamais nous retournions à cette impureté que nous avons connue. Et ça, Be'ezrat Hashem, c'est l'avenir de chacun d'entre nous qui fait Teshuvah. Quelqu'un qui a fait Teshuvah, eh bien, Akadosh Baruch Hu sera toujours là pour le soutenir, pour le sauver et pour l'empêcher en quelque sorte de retourner à l'état initial, l'état dans lequel il se trouvait avant de faire Teshuvah. Akadosh Baruch Hu sera toujours là pour, en quelque sorte, l'empêcher de retourner à des moments un petit peu obscurs de la vie d'un homme. Et à partir de maintenant, eh bien, on peut mieux comprendre pour quelle raison y a-t-il tellement d'avis pour interpréter cette obligation de Ushmatem et Matzot. Vous surveillerez les Matzot. Pourquoi y a-t-il autant d'avis? Pour nous dire, Rabotai, que celui qui prend conscience que la matzah, eh bien, elle a cette capacité de pouvoir sauver l'homme de son Yetzer Hara, pouvoir le libérer de ses mauvais penchants, pouvoir le propulser vers Akadosh Baruch Hu pour pouvoir mieux avancer, et bien à partir de là, un homme qui prend conscience de cela, mais il va tout faire pendant Pessah pour prouver à Akadosh Baruch Hu qu'il ne veut qu'une seule chose, c'est se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Il veut éliminer le Chametz qu'il y a en lui. Il veut surveiller les matzot. Il veut consommer la matzah le soir de Pessah en disant Ribono Shel Olam, maître du monde, je consomme cette matzah, ce pain de croyance, l'Echem Emunah, comme nous dit le Zohar, ce pain de croyance, et je veux, s'il te plaît, pendant que je mange la matzah, je veux, Ribono Shel Olam, maître du monde, je veux que tu fasses entrer en moi cette volonté de vouloir s'éloigner un maximum du Yetzer Hara. Je veux prendre en compte tous les avis, même si il y a un risque infime de tomber dans le Yetzer Hara, eh bien je suis prêt à éliminer ce Yetzer Hara. Que ce soit depuis l'étape où l'épi de blé est rattaché à la terre, jusqu'à l'étape où on fait pénétrer la matzah dans la bouche où il y a de la salive, tout au long de toutes les étapes, Ribono Shel Olam, maître du monde, sauve-moi. Sauve-moi, voilà, de la même façon que je suis prêt à surveiller les matzot, eh bien je te loue, je te prie s'il te plaît, maître du monde, que tu me sauves et que toi aussi tu m'aides quelque part à éliminer tout le Yetzer Hara, tout le mauvais penchant qu'il pourrait y avoir en moi. De la même façon que moi j'ai surveillé tes matzot, eh bien toi aussi, surveille mon Yetzer Hara et aide-moi, donne-moi un coup de pouce, c'est pas grave, donne-moi un coup de pouce, aide-moi à surmonter la difficulté avec le Yetzer Hara. Et maintenant on comprend beaucoup mieux pourquoi y a-t-il tellement d'avis qui veulent un maximum essayer de surveiller la kashérisation des matzot. De là, nous passons au quatrième thème, qui est la kashérisation des ustensiles. Encore une fois, on va aborder le sujet sous l'angle de la halakha, mais également sous l'angle de la pensée juive. Quelle idée se cache derrière chaque halakha? Alors très rapidement, parce qu'on n'aura pas le temps de rentrer dans toutes les différentes sortes de kashérisation,
mais on va donner uniquement les généralités, comment cachériser des ustensiles, et à partir de là, encore une fois, eh bien, ces notions déboucheront sur l'idée philosophique qui se cache derrière la cachérisation des ustensiles. Alors, pour la cachérisation des ustensiles, eh bien, il y a une grande notion qui apparaît au niveau de la halakha. La halakha nous dit, il y a une controverse en quelque sorte entre deux avis. Est-ce que le goût chametz qui a été absorbé dans les parois d'un ustensile chametz, eh bien, est-ce que ce goût est-il interdit? Est-il du issour ou est-il du héter? Est-il quelque chose d'autorisé? Alors vous allez me dire, ben, ça dépend à quelle période, de quelle période on parle. Le chametz, si on parle pendant toute l'année, a priori, il est autorisé, puisqu'on a le droit de manger du chametz. Parfois c'est même une mitzvah de manger du chametz pendant toute l'année. Par contre, si on parle du chametz pendant la fête de Pessah, là c'est sûr, il est bien clair que le chametz eh bien, représente en quelque sorte une interdiction totale. Et donc, si c'est une interdiction totale, eh bien, le goût qui aurait été absorbé dans les parois d'une marmite, d'une poêle, de tout ustensile chametz, eh bien là, ce goût serait du goût interdit, exactement comme du goût de quelque chose, chas v'shalom, qui ne serait pas kasher. Eh bien, c'est là-dessus qu'il y a une marloquette, une controverse. Il y a un avis qui dit chametz bepesach et issur habala. Le chametz, il est aussi grave que quelque chose de pas kasher. Et donc, quand il a été absorbé dans un ustensile dont on se sert toute l'année, eh bien, là, à ce moment-là, c'est du issour. C'est quelque chose d'interdit, exactement comme quelque chose de pas caché. Et à partir de là, nous dit cet avis, à partir de là, eh bien, si par exemple, vous prenez des brochettes en métal que vous allez bien sûr utiliser sur une grille, ou bien les grilles, carrément les grilles elles-mêmes, étant donné que cette brochette soit entrée en contact directement avec le feu, et soit entrée directement en contact avec le feu, premièrement. Deuxièmement, étant donné que le chametz est quelque chose d'assour, même si toute l'année il est autorisé, malgré tout il est considéré comme quelque chose d'interdit durant une période de l'année, automatiquement, qu'est-ce qu'il faudra faire à cette brochette qui est entrée directement en contact avec le feu? Il faudra la passer au chalumeau. Pourquoi? Car issur habala, car l'interdiction qui a été absorbée dans la brochette le goût qui a été absorbé dans la brochette est un goût de quelque chose d'interdit. Alors que l'autre avis nous dit pas du tout. Toute l'année, comme on l'a dit tout à l'heure, le chametz est autorisé. Et donc s'il est autorisé, eh bien, ça veut bien dire qu'il ne ressemble pas à quelque chose de taref, à quelque chose de pas kasher. Il y a une grande différence entre le chametz, qui est autorisé toute l'année, et quelque chose de pas kasher, qui est interdit toute l'année. Et donc, à partir de là, si ce goût de chametz est différent du goût de quelque chose de taref, eh bien automatiquement, il est autorisé. Et s'il est autorisé, eh bien, même une fois qu'il a été, ce goût de chametz, une fois qu'il a été absorbé dans cette brochette, on revient au cas de la brochette de tout à l'heure, brochette en métal, même une fois que ce goût a été absorbé dans la brochette, en entrant en contact avec le feu, malgré tout, eh bien, étant donné que ce goût est autorisé toute l'année, eh bien ça s'appelle héter habala. La brochette
à absorber du goût autorisé. Bien qu'elle soit entrée en contact avec le feu, étant donné que cette brochette a absorbé du goût autorisé, eh bien, la cachérisation de cette brochette devra être par la gala, par l'eau bouillante. Pourquoi? Car on n'a pas besoin d'utiliser le chalumeau pour cachériser quelque chose de cachère, qui est cachère toute l'année. Quand est-ce qu'il faut utiliser le chalumeau? Quand c'est pour cachériser un ustensile en métal, un ustensile fait en métal, qui est entré en contact avec du feu, mais qui a absorbé un goût de taref, un goût de quelque chose pas cachère. Mais quand il s'agit d'une absorption de goût cachère, eh bien là, il n'y a pas besoin de hagala. Il n'y a pas besoin de chalumeau. Il suffit uniquement de passer cette brochette à l'eau bouillante et la brochette est cachée. Alors, au niveau de la halakha, il faut essayer de comprendre. Quelle est la halakha? Est-ce que le chametz, il est considéré comme du issour? Et à ce moment-là, on dira issour abala. La brochette a absorbé du issour, quelque chose de pas cachère. Ou bien, est-ce que le chametz est considéré comme heter abala? Le chametz est considéré comme quelque chose de cachère toute l'année. Et donc la brochette, en métal, a absorbé quelque chose de cachère. Et donc, ça s'appelle heter abala. Alors, si on résume, si on dit que la brochette a absorbé du issour abala, eh bien automatiquement, la forme de cachérisation de cette brochette devra être grâce au chalumeau. Car il n'y a que le chalumeau qui peut extraire le goût interdit absorbé dans la brochette. Alors que si on dit que le chametz, il est considéré comme heter abala, il est considéré comme quelque chose de moutarde, et donc la brochette a absorbé, bala, ça veut dire absorber, la brochette a absorbé du goût autorisé, donc hetera bala, quelque chose de moutarde qui a été absorbé, là, la forme de cachérisation sera par la gale, par l'eau bouillante. Alors, comment on est possèque? Il y a dans le Shulchan Aruch une contradiction, etc. D'après la halakha, eh bien, on va dire quelque chose de très simple. La halakha nous dit que chaque ustensile, eh bien, il faut le cachériser, keboloro karpolto, de la même façon qu'il a absorbé, eh bien, il rejette, mais, c'est-à-dire, s'il absorbe habituellement par le feu, donc il faudra aider l'ustensile en métal à rejeter le goût grâce au feu, alors que si l'ustensile absorbe le goût par l'eau bouillante, eh bien il faudra aider cet ustensile à rejeter ce goût par de l'eau bouillante. Maintenant, comment faire? Est-ce que le chametz est heterabala ou isurabala ou heterabala? Est-ce que l'ustensile a absorbé, quand il a absorbé du chametz, il a absorbé quelque chose d'autorisé ou quelque chose d'interdit? Eh bien là, il faut aller d'après Rov Tashmisho, d'après l'utilisation quotidienne de l'ustensile. Si habituellement on a l'habitude d'utiliser cette brochette au feu, pratiquement tout le temps, on la met tout le temps en contact avec le feu, eh bien la cachérisation de cette brochette devra être par le chalumeau. Alors que si l'utilisation quotidienne de cette brochette est par l'eau bouillante, eh bien là, on pourra cachériser cette brochette à l'eau bouillante. C'est ce qu'on appelle Rov Tashmisho, l'utilisation quotidienne de l'ustensile. Et c'est en rapport, comme on l'a dit tout à l'heure, Keboloro Kar Polto. Quelle idée se cache derrière cette halakha? Keboloro Kar Polto, Isurabala et Terabala. Oui, juste avant de passer à l'idée philosophique, eh bien, on est possèque habituellement que Isurabala, le chametz est du issour, et donc il faudra l'extraire
l'extraire parfois par le chalumeau et parfois par l'eau bouillante. Tout dépend de l'utilisation du kéli. Et dans certains cas, quelqu'un qui, Bediavad, n'aurait pas pu, a posteriori, n'aurait pas pu cachériser l'ustensile d'après la façon de laquelle il aurait dû cachériser l'ustensile, il aurait dû le faire, par exemple, cachériser la brochette au chalumeau, et un cas où, par exemple, il n'aurait pas pu cachériser la brochette au chalumeau, mais uniquement à l'eau bouillante, eh bien, on peut s'appuyer sur l'avis qui dit que le chametz était rabala. Le chametz est moutar toute l'année, et donc, bediavad, a posteriori, on peut s'appuyer sur l'avis qui dit qu'on peut cachériser une brochette qui a été utilisée quotidiennement au feu, par le feu, on pourra la cachériser par la hagala a posteriori. Donc il vaut mieux toujours utiliser le moyen de cachérisation adapté à l'ustensile. Maintenant, il existe une conséquence pratique à cette question. Est-ce que Issur Rabala ou Eter Rabala, le cas qui existe dans beaucoup de... Très souvent, Baruch Hashem, pour les gens qui ont fait Teshuvah, les gens qui ont fait Teshuvah qui posent la question, ils ont un service de table qui coûte 6 000 €, 30 000 shekels, mais ce service de table, eh bien, il a été utilisé, il est en porcelaine, et il a été utilisé pour, chas v'shalom, de la nourriture pas cachère, du taref, quelque chose qui n'est pas cachère. Alors, les gens disent, attention, moi ce service de table il m'est très cher, il coûte très cher, il y a quelque chose de sentimental avec ce service de table. Je demande, peut-on cachériser le service de table? Eh bien, on reprend les généralités qu'on vient de dire. Si 3 conditions sont réunies, eh bien, on pourra cachériser ce service de table. Premièrement, si on dit que, d'abord, un service de table, eh bien, c'est habituellement, on utilise des assiettes, etc. Habituellement, c'est utilisé comme cliché, c'est-à-dire comme cliché, pardon. C'est-à-dire qu'on sort le contenu de la marmite, on le fait transvaser dans une coupole, et de la coupole, on sert dans une assiette. Et habituellement, pour faire passer le contenu de la marmite à la coupole, eh bien, on utilise une louche. Donc la louche, quelque part, est considérée comme deuxième ustensile, c'est-à-dire la marmite qui est sur le feu est l'ustensile numéro 1, la louche est l'ustensile numéro 2, la coupole, le plat principal, est l'ustensile numéro 3, et l'assiette dans laquelle on a déposé, eh bien, habituellement, est l'ustensile numéro 4. Donc, que ce soit les coupoles ou que ce soit les assiettes, eh bien, il s'agit ici de l'ustensile numéro 3 ou de l'ustensile numéro 4, ce qu'on appelle kli shlishi ou kli revi'i même. Et donc, même si la nourriture qui a été déposée dans le plat principal, dans la coupole ou dans l'assiette était chaud, malgré tout, la quantité qui a été absorbée ou le goût qui a été absorbé par la coupole ou bien par l'assiette est un goût au 3e ou au 4e degré. Donc ça, premier élément pour pouvoir trouver une solution à cette famille qui a fait Teshuvah et qui voudrait garder son service de table. Deuxième solution, deuxième élément pour pouvoir autoriser ce service, eh bien, c'est que le service de table, encore une fois, comme on a dit, c'est hétérabala. Hétérabala, ça veut dire que le goût qui a été absorbé par l'assiette, eh bien, c'est du goût de quelque chose. Si c'est du chametz, eh bien, c'est du goût autorisé. Si c'est du taref, là, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. C'est Issur Rabbanan, c'est comme on l'a dit tout à l'heure, c'est quelque chose
c'est quelque chose d'interdit, alors que si on ajoute un troisième élément, troisième facteur pour pouvoir autoriser, et qu'on dit que si ce service de table n'a pas servi pendant une période de 12 mois, eh bien là, le goût absorbé dans les assiettes ou bien dans la coupole va devenir un goût qui n'est pas comestible, puisqu'il y a 12 mois, il y a un an qui est passé depuis le moment où on a utilisé ces assiettes. Et donc, en réunissant ces trois facteurs, premièrement, c'est le goût qui a été absorbé dans les assiettes, c'est un goût au 3e ou 4e degré. À part cela, si on laisse ces assiettes sans les utiliser pour une durée de une année, eh bien le goût qui a été absorbé dans l'assiette il a été en quelque sorte pas comestible. Et troisième élément, si on dit que c'est hétérabala, on peut s'appuyer et dire que en quelque sorte c'est un petit peu du goût grâce à ces 12 mois, eh bien le goût maintenant est devenu pas comestible, donc c'est comme si l'assiette avait absorbé quelque chose d'autorisé, puisque le goût n'a plus de valeur. Donc automatiquement on peut dire, une fois que le goût n'a plus de valeur, on peut dire que le goût absorbé est considéré en fait comme du éther, puisqu'il n'est pas comestible. Après avoir réuni ces trois conditions, eh bien la famille pourra consommer dans ses assiettes en porcelaine ce service de table qui est très cher. Ils pourront consommer pendant Pessah, pendant même toute l'année, consommer de la nourriture kasher, Yochlon Avim Veisba. Maintenant, pour revenir à l'idée qui se cache derrière la kashérisation des ustensiles, eh bien c'est très simple. Kebolro Karpolto. Le corps, en quelque sorte, représente l'ustensile. Et parfois, eh bien, cet ustensile, ce corps, il a absorbé plusieurs choses. Il a absorbé des fautes, chas v'shalom, des fautes que ce soit au niveau du regard, que ce soit au niveau des paroles, que ce soit au niveau des odeurs, que ce soit au niveau de la consommation de choses pas cachères, que ce soit au niveau de l'ouïe. Parfois, la personne peut avoir entendu des choses qui ne sont pas cachères. Parfois, son corps a pu faire des mauvaises actions avec ses mains. Donc, le corps, en quelque sorte, a absorbé des actes, des mauvais actes. Et ces mauvais actes, quelque part, eh bien, ils sont ancrés dans les mains de la personne, ils sont ancrés dans le corps de la personne. Parfois, il se peut aussi, que certaines personnes aient fait des mauvais actes avec leur brite. Eh bien, quelque part, le brite a absorbé quelque chose de pas caché. Il a absorbé à la fois une avéra, il a absorbé une mauvaise action, mais aussi un goût qui est mauvais. Qu'est-ce que nous disent les halachot de Pessah? Ce goût peut être extrait du corps de l'homme. Il suffit seulement de l'extraire, comme on l'a dit tout à l'heure un petit peu, à travers l'idée des mélanges d'aliments cachés à l'Épessah et d'aliments non cachés à l'Épessah. On peut extraire le chametz de ces aliments, il ne reste que du goût. Le goût se mélange et s'allume dans l'aliment caché à l'Épessah. Et bien ici, il faut y avoir parfois, ici la cachérisation qu'il faut faire, et bien c'est grâce au feu, grâce à l'eau. Alors où est-ce qu'on trouve du feu? Où est-ce qu'on trouve de l'eau pour pouvoir cachériser notre corps? Chas v'shalom, on ne va pas brûler notre corps, chas v'shalom, ni embouillanter notre corps, mais au contraire, ce qui peut cachériser le corps, eh bien c'est la Torah. Car la Torah, parfois, est considérée et symbolisée par le feu, mais elle est aussi symbolisée par l'eau. Et donc, grâce à la Torah, eh bien on va extraire
le mauvais goût, le goût pas cachère qui s'est ancré dans notre corps, qui s'est ancré dans notre neshama, comme on l'a dit, à travers nos yeux, nos mains, etc., à travers nos mauvaises actions. Grâce au feu et à l'eau, eh bien parfois, on pourra extraire ce mauvais goût. Le feu, oui, mais par l'étude de la Torah, comme du feu, par l'étude de la Torah, comme de l'eau qui emporte tout sur son passage, qui nettoie, qui purifie, qui désodorise et qui laisse l'air parfaitement pur, et bien Bezrat Hashem, c'est cette sorte de cachérisation que nous attendons, Bezrat Hashem, à travers la cachérisation des ustensiles, mais aussi à travers la cachérisation de notre corps avant Pessah. Dernier thème, Rabotai, le thème des lois du soir du Seder. Eh bien, très rapidement, c'est très simple. Les lois du Seder, on va faire bref. Il y a en quelque sorte quelques halachot qu'il faut retenir. Le soir du Seder, il faut manger 4 kazetot, 4 morceaux de matzah et 4 morceaux de matzah, motzi matzah maror korer, 4 coupes de vin. Pour le kiddush, à la fin de la Haggadah, après le Birkat Hamazon, et la 4e coupe sur laquelle on dit le Hallel à la fin de la Haggadah, 4 et 4. Alors, ces 4 choses doivent être consommées en étant accoudées sur le côté gauche. Quelqu'un, il faut s'accouder sur le côté gauche, que ce soit homme ou femme. Maintenant, quelqu'un qui l'aurait par hasard, pourquoi d'abord il faut s'accouder? Car c'est derech route, c'est une façon de prouver que nous sommes libres, nous sommes enfin libres. Maintenant, quel est le dit pour quelqu'un qui ne se serait pas accoudé pour les matzot ou bien pour le vin? Alors, si c'est le premier kazaït, le premier chiot de matzah, les premiers 28 grammes, donc on est bien d'accord, on a dit 4 fois 28 grammes de matzah, quand c'est le premier chiot de 28 grammes de matzah, quelqu'un qui ne se serait pas accoudé, eh bien, pour le premier kazaït, il est obligé de remanger de nouveau une quantité de 28 grammes en étant accoudé. Par contre, si c'est le deuxième kazaït, c'est le kazaït de la matzah, puisqu'on a dit motzi, matzah, 28 pour le motzi, 28 pour la matzah. Si c'est par rapport au deuxième kazaït, eh bien là, il n'y a pas besoin de s'accouder, de reprendre une deuxième fois 28 grammes en s'accoudant. Pourquoi? Parce que, en fait, on s'appuie sur l'avis du Rambam qui nous dit que, en quelque sorte, il n'y a pas besoin de prendre 2 fois 28 grammes, mais une seule fois 28 grammes, uniquement pour le motzi. Pourquoi? Car en quelque sorte, il y a une marloquette, il y a une controverse, à savoir sur quel matzah on fait la bracha de halachilat matzah. Vous savez qu'il y a 3 matzot, la première entière, la dernière entière, et celle qui est au milieu, qui est coupée en 2, qu'on a remis entre les 2 matzot au moment de Urchatz, au moment où on a coupé la matzah en 2. On a remis la moitié entre les 2 matzot, on a caché la ficomane sous la nappe, et donc c'est avec cette demi-matzah que nous allons faire la bracha de Hamotzi lechem min haaretz et halachilat matzah. Pourquoi? Parce que l'halachilat matzah, il y en a qui disent que la bracha de halachilat matzah, il faut la faire sur la matzah qui est coupée en 2. Pourquoi couper en 2? Parce que c'est un pain de misère, et comme c'est un pain de misère, donc un pauvre, eh bien il a toujours la moitié d'un pain, il n'a jamais un pain entier. Et donc c'est pour cela qu'il faut faire d'après cet avis, la bracha de halachilat matzah sur la matzah coupée en 2. D'après un autre avis, non. Il faut faire la bracha de halachilat matzah sur la matzah entière, la matzah qui est au-dessus. Et c'est pour cela que, étant donné qu'il y a une marloquette, il y a un doute, eh bien on dit, d'après la halakha, on va prendre 28 grammes
de la matzah d'en haut et 28 grammes de la matzah du milieu qui est coupée en deux. Et donc, la bracha de Alachilat Matzah, on va la faire uniquement sur les deux matzot d'en haut. C'est-à-dire qu'on commence avec les trois matzot. Une matzah en haut entière, une matzah en bas entière, la matzah au milieu coupée en deux. On dit Amotzi lechem naaretz, on dépose la matzah d'en dessous. Maintenant, il ne nous reste plus que deux matzot, celle d'en haut qui est entière, celle du milieu qui est coupée en deux. Et là, on dit Alachilat Matzah et on coupe 28 grammes de celle d'en haut, 28 grammes de celle du milieu. Et on mange, on peut prendre après, si on n'a pas suffisamment d'un matzah du milieu, on peut prendre encore des autres matzot. Il n'y a aucun problème. Et comme ça, de cette façon-là, eh bien, on mange deux kazetot. Mais celui qui aurait mangé le premier kazaït de matzah accoudé et qui n'aurait pas mangé le deuxième kazaït de matzah accoudé, sur le premier, il faut remanger 28 grammes, alors que sur le deuxième kazaït, on n'est pas obligé de remanger 28 grammes en étant accoudé. Le korer, le sandwich, encore une fois, il n'y a pas besoin d'être accoudé. Il y a besoin d'être accoudé, mais quelqu'un qui l'aurait mangé sans être accoudé, il n'y a pas besoin de remanger une troisième fois encore 28 grammes, une deuxième fois 28 grammes de matzah en étant accoudé. Celui qui veut le faire, t'avoie la bracha, et la fikoma, eh bien, il faut bien sûr ne pas oublier la fikoma. Et si quelqu'un n'a pas encore fait Birkat Hamazon et il a mangé la matzah sans être accoudé, étant donné qu'il n'a pas encore fait Birkat Hamazon, eh bien qu'il remange encore 28 grammes de matzah pour la fikoma en étant accoudé, puisqu'il a la possibilité de le faire, et il faudra le remanger une deuxième fois, sauf si bien sûr il est déjà plein et qu'il ne peut plus manger une deuxième fois, alors là c'est pas grave. Par contre, s'il a déjà fait Birkat Hamazon, eh bien, en malasot, il n'est pas obligé de refaire Netilat Yadayim pour remanger encore une fois la ficomane en étant accoudé. Les kosot, alors bien sûr, nous les Sfaradim, nous faisons la bracha Boré Pri HaGefen que sur le premier verre et sur le troisième, le kiddush et le verre de Birkat Hamazon, alors que les Ashkenazim font Boré Pri HaGefen sur chacun des 4 verres. Maintenant, quelqu'un qui n'aurait pas bu les 4 verres en étant accoudé, si c'est le premier, le deuxième et le troisième verre, eh bien, il faut bien sûr reboire en étant accoudé tous les 4 verres. Ça, c'est clair que quelqu'un qui n'a pas bu le verre de vin sans être accoudé, il faut reprendre tous les 4 verres. Par contre, par rapport à la bracha, eh bien, il n'y a pas besoin de faire de bracha. Il n'y a pas besoin de faire de bracha sur le premier, le deuxième et le troisième verre. Il n'y a que sur le quatrième qu'il faut faire. Pourquoi? Parce que le quatrième, il vient après Birkat Hamazon, et donc là, il faudra reboire en étant accoudé et refaire la bracha de Boré Pri HaGefen. Mais quelqu'un qui se serait accoudé, il n'y a pas besoin, puisque le troisième verre sur lequel on a fait Birkat Hamazon en disant Boré Pri HaGefen, eh bien, il nous exempte de la bracha du quatrième verre, et donc on peut le boire sans faire de bracha en étant accoudé. La quantité de vin qu'il nous faut, donc, comme on a dit, c'est 86 centilitres. 86 centilitres, c'est la gématria de Kos, alors que donc il nous faut 4 fois 86 centilitres. Maintenant, il existe des petits verres qui peuvent contenir exactement 86 centilitres. Un verre en plastique, eh bien, il contient beaucoup plus que 86 centilitres. Il n'y a pas besoin de prendre un verre de vin ou de jus de raisin aussi grand. Vous pouvez prendre des petites quantités. Pour la matzah, bien sûr, c'est une quantité de 28 grammes à chaque fois. Quelqu'un qui ne peut pas la manger, il peut la mettre en petits morceaux. Quelqu'un qui a du mal à la manger, il peut la tremper dans de l'eau
pas dans un autre liquide parce que ça retire le goût de la matzah, il peut la tremper dans de l'eau, il peut tout ce qu'il faut pour pouvoir consommer la matzah. Et voilà, par rapport au... Surtout ne pas oublier de ne pas parler depuis le motzi jusqu'à la fin du sandwich. Donc c'est 3 casetotes, 3 fois 28 grammes qu'il faut manger sans parler. On a à peu près, on peut les manger en 7 minutes, jusqu'à 7 minutes. Et donc ça nous fait à peu près 20 minutes. Il ne faut pas parler pour pouvoir être exempté de la mitzvah. Et maintenant, nous passons juste par rapport à la matzah. On va juste dire une dernière idée sur le sandwich. Eh bien, le sandwich, la laitue doit être au milieu du sandwich. C'est-à-dire qu'il doit y avoir de la matzah au-dessus et de la matzah en dessous. La laitue est au milieu. Pourquoi? Car la matzah symbolise la délivrance, alors que la laitue symbolise l'amertume. En quelque sorte, on vient témoigner devant Akadosh Baruch Hu et vis-à-vis de nous-mêmes surtout, que parfois, même si dans la vie, eh bien, on a certaines épreuves, eh bien, il ne faut pas oublier que ces épreuves ne sont que provisoires, car la liberté est l'essentiel. Et c'est pour ça qu'on met la laitue entre les deux matzot, pour bien dire l'essentiel, c'est le pain de Emouna, c'est la croyance en Akadosh Baruch Hu, la croyance en la délivrance qui vaincra toujours. Et Bezrat Hashem, la matzah symbolise aussi la délivrance, comme on va dire pendant la fête plusieurs fois, Zman Cheroutenu, qu'on devienne véritablement libre, qu'on ne soit pas assujetti au regard des autres, qu'on ne mène pas notre vie par rapport au regard des autres, mais au contraire qu'on soit libre. Et bien, Bezrat Hashem Yitbarach, grâce à toutes ces halachot, grâce à toute cette prise de conscience vis-à-vis de nous-mêmes, en devenant plus libre, en renforçant notre émouna, en parvenant à extraire de nous le Yetzer Hara, en se séparant des mélanges de Chametz, en cachérisant les ustensiles, en faisant la vérification du Chametz, pas seulement dans notre maison, mais à l'intérieur de nous, pour extraire ce Yetzer Hara, en fabriquant les matzot, Bezrat Hashem, en empêchant les matzot de fermenter. Et bien grâce à toutes ces actions que nous allons faire avant Pessah, nous arrivons Bezrat Hashem le soir de Pessah aux véritables unions avec Akadosh Baruch Hu. Et là, eh bien, nous, Bezrat Hashem, nous pourrons nous rapprocher véritablement d'Hashem. Et grâce à tout cela, Akadosh Baruch Hu nous enverra le Mashiach Tzidkenu Bimera V'Yameinu. Amen. Kani Ratzon. Chag Pesach Kasher V'Sameach Lekulam. Kol.